Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme. Le sujet de cette vidéo est un tout petit peu délicat. Avant toute chose, qu'est-ce que le trafic d'organes? Les gens vendent toutes sortes d'objets de façon très légale, mais nous savons tous qu'il existe des commerces illégaux. Nous pensons naturellement à la drogue, les voitures volées et modifiées, etc. Mais on ne parle pas souvent du trafic d'organes. Pourtant, il s'agit désormais d'une industrie valant plusieurs milliards de dollars. Par définition, le trafic d'organes est l'exercice illégal du commerce d'organes. Il comprend le prélèvement d'un organe ou d'un tissu humain sur des personnes vivantes ou décédées en vue d'une transplantation. Il est largement dominé par le marché des reins parce que c'est la plus grande demande ainsi que le seul organe qui puisse être complètement transplanté avec relativement peu de risques. Le trafic d'organes compte pour 10% des 70 000 reins transplantés chaque année à travers le monde. La Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Égypte, le Brésil, les Philippines, la Moldavie, la Roumanie sont des pays où le trafic est le plus important. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas au Québec, aux États-Unis et chez vous, en Europe. En 2018, lors d'une réunion de l'Organisation mondiale de la santé qui eut lieu au Canada à Edmonton, Rawan Ahmed a dit « Le trafic d'organes, c'est quelque chose qui est très fréquent dans le monde, c'est juste qu'on ne le voit pas beaucoup en Amérique et c'est pour ça qu'on ne croit pas que c'est un problème grave. » Et pourtant. Enchaînons avec quelques exemples d'ici. Au Québec, chaque année, environ 400 dons d'organes sont effectués. Les organes pouvant être transplantés sont les reins, les poumons, le cœur, le foie, le pancréas et l'intestin. Malheureusement, la différence entre le nombre d'organes disponibles et le nombre de gens qui attendent pour un don est énorme. En ce moment, plus d'1 millier de personnes sont en attente au Québec. Malheureusement, des dizaines d'entre elles meurent sans avoir reçu de transplantation. Alors bien, ça laisse place au trafic, bien que les statistiques soient bien pires dans d'autres pays du monde. Après la condamnation de 5 hommes pour leur implication dans un réseau international de trafic d'organes, au Kosovo en 2013, le procureur avait lancé un avertissement sévère au gouvernement canadien à interdire l'achat d'organes à l'étranger. 7 ans plus tard, il n'y a toujours pas de loi au Canada pour mettre fin à cette pratique intolérable. Le phénomène du trafic d'organes dure depuis des années et les Canadiens y participent en toute connaissance de cause. Certains paient des milliers de dollars pour se rendre à l'étranger afin d'y recevoir une greffe dont ils ont grandement besoin, souvent sans même savoir d'où viennent les organes. Et par-dessus ça, des médecins admettent qu'il y a des avantages pour les chances de succès de la greffe à recevoir un rein provenant d'un individu vivant. Voyons quelques exemples d'avant. L'un des premiers cas recensés de l'histoire moderne est celui des tueurs en série William Burke, William Hare, qui commirent 17 meurtres à Édimbourg de novembre 1827 à octobre 1828. Et ça dans le but de revendre les corps au docteur Robert Knox. Évidemment, je pouvais pas ne pas le lister. J'ai fait une vidéo sur son histoire, sur ses meurtres. Allez la voir, ça s'affiche ici. Le docteur H.H. Holmes, qui a tué environ 200 personnes et a vendu un nombre incroyable, incalculable, c'est-à-dire de corps, de squelettes et d'organes, et il en a même consommé. C'est un tueur en série des années 1800. Aussi, des agents du FBI ont découvert de nombreuses parties de corps humains découpés dans un centre de don d'organes, lequel est maintenant poursuivi en 2019 pour trafic illégal. Une glacière remplie d'organes génitaux masculins, un tas de têtes de bras et de jambes. Il y avait aussi des flaques de sang humain et des fluides corporels sur le sol, des corps découpés à l'aide de scie à chaîne, de scie à ruban et d'autres instruments ont été découverts en 2014 par le FBI lors d'une descente.
descente. C'était une descente au Centre de ressources biologiques de Phoenix, BRC, en Arizona. Pour la première fois, le témoignage de l'un des agents qui faisait partie de l'opération est rendu public dans le cadre des poursuites judiciaires intentées contre le centre par des familles ayant fait don des corps de leurs proches décédés. Donc, le FBI a effectué en 2014 un raid qu'on appelle une descente au BRC dans le cadre d'une enquête de trafic de parties de corps humains. Les agents en ont même trouvé cousus ensemble et accrochés au mur à la façon de Frankenstein, selon l'agent. Quote, c'est une histoire d'horreur, a déclaré une personne ayant fait don des corps de sa mère et de sa grand-mère à l'établissement en 2012 et 2013 pour qu'ils soient utilisés à des fins scientifiques. Certaines familles avaient été explicitement informées que les corps de leurs proches ne seraient ni découpés ni vendus, et d'autres pensaient qu'ils servaient à la recherche scientifique. Le centre aurait vendu des têtes pour 500$, des bras pour 750$ et des corps entiers pour des sommes allant jusqu'à 5000$. Ces opérations avaient débuté en 2007 selon des sources locales. 142 sacs mortuaires ont été nécessaires pour déplacer la totalité, l'épouvantable cargaison, laquelle pesait au total 10 tonnes, selon Reuters. Le propriétaire de BRC, Stephen Gore, c'est juste fou qu'il s'appelle Gore, en tout cas, qui veut justement dire des scènes d'horreur humaine, là, de sang puis de morceaux de corps, comme on voit dans les films quand ils sont décapités, puis bon, le terme utilisé c'est du gore et son nom de famille c'est Gore. En tout cas, le propriétaire a plaidé coupable pour avoir exploité une entreprise illégale et a été condamné à seulement 1 an de prison avec sursis et 4 ans de probation pour contrôle illégal d'une entreprise. Les poursuites contre le dit centre désormais fermé sont en cours. En tout cas, il l'était au moment de mes recherches. Il fait don du corps de sa mère et apprend que l'armée l'a fait exploser. Ouais, carrément. Un homme originaire de l'Arizona a été choqué d'apprendre que le corps de sa mère, qui avait été donné au centre BRC, avait été vendu à l'armée pour des tests. La famille de Doris Stauffer, décédée des suites de la maladie d'Alzheimer en 2013, avait fait confiance au BRC pour effectuer des recherches sur son corps. Son fils Jim pensait que le centre de recherche allait notamment étudier son cerveau pour mieux comprendre la maladie. Il a cependant récemment appris que la dépouille de la vieille dame avait été vendue à l'armée américaine. Les militaires auraient même utilisé son corps pour des tests impliquant des explosifs. Sa dépouille aurait été placée sur une chaise et ils auraient fait exploser une décharge pour voir comment le corps est touché quand un véhicule heurte un engin explosif improvisé, a-t-il expliqué à CNN. Ma mère était une femme si douce, maintenant chaque fois que je rêve d'elle, je vois une personne très fâchée. Une douzaine de familles qui avaient fait don du corps de leurs proches au BRC ne savent toujours pas ce qui est advenu des dépouilles. Jim Stauffer a seulement reçu 6 onces des restes des cendres de sa mère. Ils ont volé plus que le corps de ma mère, tous les souvenirs. Chaque fois que l'on voit une photographie d'elle, on ne peut s'empêcher de penser à ce qui lui est arrivé. Ensuite, un autre point qui peut vous sembler tiré par les cheveux, mais pourtant, non. Au contraire, bien conséquent, qui peut encourager, si on peut dire, ou utiliser le trafic d'organes, qui est illégal, c'est le cannibalisme. Oui, le commerce d'organes, de corps, est aussi utilisé par les gens qui pratiquent le cannibalisme. Par exemple, ne serait-ce qu'acheter du sang, il y en a beaucoup qui se contentent de sang humain parce qu'ils peuvent pas tuer des gens, vous voyez? Et du sang, ben tu peux t'en procurer sans tuer quelqu'un, donc ils achètent du sang. Mais ils mangent aussi de la chair humaine. La seule différence, c'est que ceux-ci vont souvent pas passer par le trafic d'organes d'un gros réseau, parce que le gros réseau de trafic d'organes est souvent utilisé, on s'entend, pour la vente illégale, pour des transplantations, pour d'autres trucs plus scientifiques, plus reliés à la médecine clandestine. Mais je doute qu'un cannibaliste veuille faire affaire plus fréquemment qu'autrement avec un gros réseau de trafic d'organes illégal. Il va plutôt passer par des contacts personnels dans leur environnement de cannibalisme. Ce sont parfois même entre eux qui se fournissent. Ouais, c'est vrai ce que je dis là. Il y a vraiment des sites d'échange de services reliés au cannibalisme. Et c'est eux qui vont souvent tuer leurs propres victimes au lieu de les acheter à un réseau quelconque. Ce couple russe, par exemple, a admis avoir tué une trentaine de victimes et les avoir mangées. Je vais laisser les photos floues et que quelques secondes parce que c'est dégueulasse. Ça, c'est une photo d'un des forums cannibales sur lequel les gens postaient des petites annonces. Ça, c'est un exemple d'annonce qu'il y avait
Il y a des termes utilisés pour ne pas dire les vraies affaires. Là, je les sais pas par cœur, mais dans cette petite annonce, par exemple, on explique que c'est une fille qui était pas volontaire. Parce que oui, il y en a qui se portent volontaire pour se faire bouffer, comme je disais, mais pas dans ce cas-ci. On a aussi Seth Alvan qui en était pas à sa première annonce. La première avait tellement bien marché qu'il en avait refait d'autres. Et genre, le gars a fait plus de 80 annonces. Le gars était dans la quarantaine au procès. En 2001, il était en manque de chair humaine. Donc, sans cacher ses intentions, il a fait des annonces. Il y a 5 hommes qui ont répondu à l'annonce. Parmi eux, il y avait un des gars, un employé informatique qui l'intéressait. Ils étaient tous les deux du même âge et les deux avaient des penchants homosexuels. Donc, ils se fixent un rendez-vous au domicile du cannibale et les deux, dans un accord, ils décident de couper le sexe de l'invité et de le manger. Après l'avoir coupé, ils le flambent, ils le goûtent, puis ils décident de le faire cuire. Pendant plus de 9 heures, la scène est enregistrée sur cassette vidéo, puis tout ça sera bientôt saisi par la police. Quand ils ont eu fini leur repas, ben là, c'est là que le cannibale a procédé au meurtre de son invité, avec plusieurs coups de couteau dans le cou. Il a ensuite transporté le corps dans sa cave. Il l'a pendu par les pieds, etc. Vous avez vu quelques photos assez floues. Il l'a étripé et il l'a découpé en morceaux. Bon, tous les cannibalistes ne sont pas des tueurs en série, mais c'est fort probable. Pour en revenir aux annonces, on a pu en voir plusieurs demandant par exemple un volontaire suicidaire qui voudrait bien se faire tuer par un cannibale. Il y en a d'autres qui voulaient se faire manger, mais être vivant pour vivre l'expérience, donc que le cannibale commence par manger des parties qui le tueraient pas. Puis la personne qui est en train de se faire manger voulait aussi goûter sa propre chair avant de mourir. Cette pratique est surtout centrée sur des fantasmes et son propre plaisir, autant malsain qu'il soit, je vous l'accorde, et donc non sur un motif d'ordre financier comme un gros réseau de trafic d'organes. Sinon, il y a aussi les rituels, la sorcellerie par exemple, qui sont souvent utilisés dans leurs pratiques, incluant des sacrifices humains ou bien durant des rituels macabres de plusieurs sectes. Et là, je veux pas rentrer dans toutes les théories de ce monde qu'on entend un peu partout. À chaque fois qu'il y a quelque chose de louche, ils font certainement partie d'une secte sataniste qui brûle des gens. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça existe. Mais je suis pas en train de dire que tout est comme ça, ok? Mais pour vrai, dans la sorcellerie, juste avec les animaux, ils le font. Très souvent, et même ouvertement, tu sais. Et là, puisqu'on parle de trafic humain, je vais pas vous parler de ce qu'ils font avec les corps et les organes de certains animaux, parce que ça serait beaucoup trop dur pour mon petit cœur, puis parce que c'est un petit peu hors sujet. Et donc le cœur de ces pratiques, c'est surtout relié à des croyances, et encore là, n'est pas une motivation d'ordre financier. Mais la sinistre vérité, c'est qu'il ne s'agit pas que de trafic d'organes de gens décédés, mais bien de gens vivants, délibérément tués pour la vente d'organes ou comme sacrifice. On les appelle les chasseurs d'organes. Leurs cibles sont des gens habituellement pauvres ou faibles. Oui, des gens vivants subissent le trafic d'organes lorsqu'il s'agit d'actes faits par des psychopathes meurtriers, comme les exemples qu'on a vus, mais aussi pour alimenter de très grands réseaux de trafic dirigés par des grands de ce monde, comme plusieurs médecins, et bien sûr par le crime organisé. Plusieurs sont aussi la proie de sacrifices humains à travers des rites sanglants. Il existe aussi ce qu'on appelle des prélèvements forcés d'organes. Ça se déroule en Chine. Un certain nombre d'enquêtes et de rapports attestent l'existence de prélèvements forcés d'organes en Chine. Cette pratique, encouragée par les autorités chinoises, avec la complicité des hôpitaux militaires, des forces de sécurité et de la police militaire, concerne les prisonniers de conscience chinois, ouïghours, tibétains, chrétiens, les pratiquants de Falun Gong, un groupe majoritairement concerné, en raison du besoin de transplantation en Chine et dans d'autres pays, divers observateurs du monde médical et d'organismes tels que l'ONU, l'AMM, Amnesty International, DAFO, TTS, The Transplantation Society, ont observé une situation non éthique se développer en Chine, à savoir l'exécution de prisonniers pour leurs organes et la mise en place d'un trafic très lucratif de ces derniers. De plus, les pratiquants de Falun Gong forment le groupe le plus important des camps de prisonniers chinois depuis le début de la persécution de leurs pratiques spirituelles depuis 1999, et c'est également depuis cette année-là que l'on observe une forte augmentation du nombre de transplantations d'organes en Chine.
L'Inde aussi est un pays où le trafic d'organes est présent. Il est estimé que 2000 Indiens vendent leurs organes chaque année sur le marché noir. Le 24 janvier 2008, la police indienne fait une descente dans une résidence de Gurgaon, convertie en une clinique clandestine dirigée par Dr Amit Kumar, un médecin indien de 40 ans surnommé Dr Horreur par les médias. En 8 ans d'activité, il aurait fait, selon la police indienne, 600 transplantations d'organes provenant des paysans indiens en utilisant la force ou en promettant des compensations financières. 3 personnes sont décédées au cours d'opérations de prélèvement. Selon les Nations Unies, l'Égypte est l'un des pays les plus touchés au monde par le trafic d'organes après la Chine, les Philippines et l'Inde. Un rein acheté à 2300 € environ à des donateurs pauvres est vendu 6 fois le prix à des riches originaires des pays du Golfe et sur 500 greffes de reins effectuées chaque année, 90% proviendraient de donneurs rétribués, etc. Comment se procurer des organes? L'achat et la vente d'organes provenant d'un donneur encore en vie est une pratique complètement illégale dans la plupart des pays. Donc ouais, il faut être mort. Donc certains n'hésiteront pas à tuer des gens ou même à se tuer eux-mêmes en l'honneur d'un sacrifice. Cependant, la méthode la plus populaire est celle appelée le tourisme de transplantation. Les gens qui viennent de pays riches se rendent dans des centres médicaux de pays pauvres, on va dire pays en développement, là où la réglementation est partielle et, ma foi, floue. L'Iran est le premier pays à permettre l'achat et la vente d'organes. Sur le marché légal iranien, un rein vaut 2000 $ à 4000. Et sur le marché illégal, le prix peut aller au-delà des 160 000. Aussi, il existe un gros commerce en ligne d'achat et de vente d'organes. Principalement donc sur le Darknet, le Deep Web, évidemment, pas sur Google. Petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est le dark ou le deep web, ben c'est juste un web qui est caché. On va dire qui est crypté pour faire très court, ok? Pour les monos qui m'attendent, qui me regardent. Et les dangers là-dedans, ben, outre l'atrocité de ce commerce en soi, il est gravement exposé à de nombreuses maladies. Le marché noir d'organes entraîne des problèmes sanitaires. Des maladies comme le VIH ou l'hépatite peuvent être transmises aux receveurs. Puis la qualité du sang et des organes n'est évidemment pas assurée. L'opération se fait souvent dans des conditions précaires. Le matériel, les technologies médicales modernes, puis les compétences des chirurgiens ne sont pas garanties. Sur le marché noir, les receveurs risquent de ne pas recevoir par la suite suffisamment de suivi post-opératoire pour diminuer tout risque en fait. Donc pas assez de suivi, pas assez de traitement post-greffe. Les lois dans tout ça. Les lois punissant la vente d'organes sont donc des lois illégitimes en regard des droits naturels. Ils ajoutent que le fait de don d'organes nécessite une autorisation qui signifie bien que l'individu est propriétaire de son corps. Il peut se mutiler, se droguer, mais il a droit de choisir quoi faire de son corps une fois mort. Ce qui rend le commerce illégal... Quoi? Je comprends pas ma phrase. Ce qui rend le commerce illégal encore plus répugnant et immoral, c'est les vols d'organes. Cette pratique fait encourir 7 ans de prison et plus de 100 000 US d'amende aux États-Unis, selon une source. Vous allez voir que l'amende et la peine de prison varient un peu selon d'autres sources, mais ça reste similaire. Une femme a suivi, dans le cadre d'une enquête, un individu issu du trafic d'organes jusqu'en Israël. Concernant le risque auquel font face les gens, sa réponse est très peu. Très peu de risques. Aux États-Unis, la loi nationale sur les transplantations d'organes prévoit une amende maximale de 50 000 $ ou une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans, selon cette dame. Ouais. Cependant, comme il n'y a généralement aucune trace des montants échangés, la loi n'a pas la force voulue. En Israël, une fois la décision prise par le comité d'éthique, les rapports d'experts sont détruits. La loi brésilienne, elle, interdit la commercialisation d'organes même si le donneur y consent. Elle n'autorise le don d'organes qu'après la mort avec le consentement de la famille. Dans des cas exceptionnels, le don est possible entre personnes vivantes au sein d'une même famille. Au Québec, un projet veut rendre le don d'organes obligatoire. Si ce serait le cas, ça viendrait à l'encontre même du Code civil du Québec qui dit qu'on ne peut pas prendre de décision à la place de quelqu'un d'autre. Hashtag décision de pandémie! On rentrera pas là-dedans.
Oh God! Ça serait pas la première fois, mettons! Nous autres, on a un code civil qui sert à rien. Ce même code civil dit également que notre corps nous appartient. Ben oui. Et même après la mort. Donc, on devrait changer le code. Ou pas. Puis juste arrêter de faire passer des affaires pour des lois qui vont à l'encontre du code. Hein? Et respecter les droits des humains, des Québécois. Le droit de faire ce qu'on veut avec notre corps. Le droit de ne pas se faire injecter. Je m'égare encore une fois! Et un autre nouvel aspect de notre loi est le droit d'avorter au bout de 9 mois au Québec. On s'entend qu'à 9 mois, c'est un enfant, un bébé entièrement formé et prêt à naître. C'est stupide! La mère devra quand même accoucher par provocation à ce moment-là ou avoir une césarienne pour avorter. Rendu là, pourquoi juste ne pas faire adopter l'enfant? On pourrait se poser des questions aussi, je trouve ça tellement... Ça me dépasse que, ben ouais, pourquoi cette loi-là? Hey, 9 mois! C'est un bébé! Il va naître! Il y en a qui naissent même avant! Donc pourquoi est-ce pour encourager le trafic d'organes de bébés, des organes de nouveau-nés? C'est-tu un marché, ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le bébé une fois que la mère l'aura accouché par provocation pour l'avorter? La mère va pas le réclamer. Il arrive quoi avec? Ça sera pas déclaré comme une mort, puisque sinon ça serait un meurtre? Ah, t'es quoi? Des solutions? Ben, comme solution, on propose de prôner les dons d'organes post-mortem, donc après la mort, afin de diminuer la demande d'organes et donc de donner moins de pouvoir au marché noir. D'une autre part, le phénomène du trafic d'organes n'existerait pas si les médecins refuseraient de faire des transplantations, non? La solution évidente se trouve avant tout dans la prévention, c'est-à-dire que d'avoir besoin d'organes dépend souvent de notre mode de vie et de notre alimentation. Juste à prendre les reins, par exemple. Donc, il faudrait changer notre mode de vie en conséquence. C'est la meilleure des solutions, honnêtement. Mon opinion, maintenant, envers ceux qui sont offusqués, voire complètement choqués, par ceux qui disent ne pas signer l'endos de leur carte d'assurance maladie, la carte Soleil, par exemple, du Québec, qui, pour nous, signifie ici la volonté d'offrir ses organes à sa mort. Au risque de recevoir des commentaires agressifs sur moi, jouer la carte sensible en disant que si c'était ton enfant qui aurait besoin d'un organe, qu'est-ce que tu ferais? Me dira-t-on. Ou tu es cruel de pas signer, bla bla bla. Justement, quand quelqu'un décède et qu'un autre a besoin d'organes, je trouve que ça devrait être aux parents, aux membres de la famille qui restent, de décider à ce moment s'ils veulent donner l'organe. Il y en a qui veulent pas, par exemple, que ça aille à des meurtriers. Et moi, personnellement, je suis convaincue du trafic d'organes qui se fait. Alors non merci, mais je ne signerai jamais. Je préfère par contre que quelqu'un donne mes organes une fois que je serai décédée. Fuck, je vais mourir moi à un moment donné. Fuck! Mais en sachant où ça va. C'est pas que je veux pas donner, au contraire. Dans la vie, je donne tout le temps, je pense toujours aux autres. C'est que je fais pas confiance au système. C'est tout. C'est pas contre les gens ou contre le principe. C'est contre le système. C'est justement parce que j'aime les gens et que je voudrais les aider avec mes organes que je ne signe pas la carte. Parce qu'il n'y a que de cette façon que je peux être absolument sûre que mon organe va vraiment aider quelqu'un parce que la famille va décider lorsqu'on leur fera une demande. Sinon, j'ai aucune garantie que mes organes s'en aillent pour vraiment aider quelqu'un. Si vous croyez pas au trafic d'organes, je vais être très crue, c'est très rare, mais je vais dire ce que je pense, ben vous êtes honnêtement stupide sur ce point. Votre pensée est stupide. Bref. Parce qu'en fait, je dirais oui à 99,9% du temps, si je pourrais parler une fois morte. Mais c'est pas le cas. Donc je laisse le bon jugement de ma famille décider quoi faire avec mes organes, avec mon corps, mon joli corps. Non, c'est pas vrai. Je pense que je vais pas mettre ça au montage. Mais si je dis que je vais pas mettre ça au montage, c'est peut-être que je vais le laisser là parce que je veux montrer que je suis pas sûre de vouloir le laisser au montage. Mais je vais le laisser là parce que peut-être ça peut finir ça sur une note un petit peu plus humoristique que le reste de la vidéo que j'ai trouvé, ma foi, assez trash. Ok, c'était une longue explication. Qu'est-ce que je disais là? Ouais, je laisse le jugement à ma famille de décider quoi faire avec mes organes quand je serai morte. Décédée. Parce qu'ils peuvent le faire même si j'ai pas signé. Alors, on arrête de capoter parce que des gens signent pas. Merci! Je vais flouter, là, mais on dit carte soleil parce que nos cartes ressemblaient à ça, avec un beau soleil ici.
et fallait signer à l'endo, comme quoi, ici, là, on autorisait le don d'organes. Mais aujourd'hui, même chose, faut signer à l'endo, mais notre carte ressemble plutôt à ça. J'aimais mieux l'ancienne. On peut plus appeler ça une carte soleil. Ah oui, il y a encore un soleil. Il est Paul. Il est ici.